Disons que, voilà, nous ne sommes peut-être pas très impactés comme d'autres entreprises dans la mesure où nous faisons vraiment du numérique, dans le numérique. Cela dit, nos partenaires, nous sommes en contact avec, à travers les canaux digitaux. C'est vrai que d'un autre côté, je dirais qu'à 20%, nous sommes impactés parce que parfois, on doit aller sur le client pour faire des démonstrations. Et à ce niveau, nous sommes un peu impactés. Mais sinon, de façon générale, nos activités continuent normalement, vu que nous sommes plus présents dans les réseaux sociaux et dans les plateformes numériques. À 2 secondes, comme de coutume, on nous signale un problème technique. Il y a volume ou pas? Parce que là, je suis un peu confus. On a des personnes qui nous signalent qu'il y a le volume et d'autres pas. Bon, là, je crois qu'il y a le volume. S'il te plaît, je m'excuse. On s'excuse auprès de nos téléspectateurs pour le petit désagrément. On a eu un souci de volume. Donc, je vais directement introduire à nouveau. On avait un petit souci de volume. Alors, madame, monsieur, pour commencer, bonjour et bienvenue dans les éditions Billy Prod en partenariat avec la VKII, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais d'Allemagne. Dans le numéro 6 de cette édition Diaspo Sciences et Tech, nous allons discuter sur plusieurs thématiques, en l'occurrence le coronavirus en Allemagne et au Cameroun, l'aspect économique dû à cette pandémie. Pour en discuter, pour en parler, nous sommes allés chercher la crème de la crème. Deux panélistes à la hauteur de cette émission. Madame, monsieur, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau en première position monsieur Jules Guillain Kenfac, ingénieur informaticien et directeur de la société EPS Africa. Bonjour, Monsieur Guillain, et bienvenue sur le plateau de Billy Prod et la VKI. Bonjour, Billy Prot, et vraiment c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Alors, le confinement depuis un bon bout de temps, comment est-ce que vous gérez, vous et votre entreprise? Disons simplement que mon entreprise, nous ne sommes pas très impactés par le confinement, dans la mesure où nous faisons exclusivement dans le domaine du numérique. Cela dit, nous sommes en contact permanent avec nos différents partenaires, nos clients, à travers les différents canaux, à travers les réseaux sociaux, à travers les différents canaux digitaux. Raison pour laquelle on ne ressent pas énormément l'impact du COVID-19 dans nos activités, mais qu'à cela ne tienne, 20% à peu près de nos activités sont impactées dans la mesure où nous faisons régulièrement des descentes sur le terrain auprès de nos différents partenaires pour faire des démonstrations. Et à ce niveau, effectivement, on est un peu impacté, mais de façon générale, nos activités continuent normalement. Alors, félicitations pour vous, vous avez de la chance. Madame, monsieur, comme deuxième panéliste, nous avons le docteur Thierry Fauting, spécialiste de médecine interne, de cardiologie et d'urgence. Bonsoir, docteur, et bienvenue sur Biproda. Bonsoir Billy, bonsoir à tous ceux à mon copanéliste et tous ceux qui nous regardent en ce moment. Alors, docteur, aujourd'hui, vous représentez la CAMFOMEDIC, qui est l'association des médecins et docteurs camerounais résidant en Allemagne. Alors, comment est-ce que vous gérez le confinement? Bon, premièrement, une fois de plus, merci pour l'opportunité que vous donnez à la CAMFOMEDIC, que je représente ici, de venir sur votre plateau et de pouvoir informer les gens. Voilà. Le confinement, en réalité, ne nous concerne pas réellement parce que nous ne sommes pas confinés. La profession médicale, comme vous le savez, est en première ligne et nous ne sommes donc pas confinés. Je travaille tous les jours, je travaille régulièrement. Il n'y a pas de... Nous avons même une interdiction de prendre des congés en ce moment. Donc, pour des raisons évidentes, vu la masse de travail, la charge de travail qui est dans les hôpitaux en ce moment, on est obligé d'être là
pour être au four et au moulin, quoi. Donc, le confinement concerne surtout la famille, voilà, parce qu'elle, elle est confinée, les enfants sont à la maison. Mais personnellement, rien n'a changé, au contraire, on est vraiment au travail, plus qu'avant, même d'ailleurs. Alors, docteur Fauting, vous représentez aujourd'hui la Camfomédic. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette grande structure et ses objectifs? Donc voilà, la Camfomédic a été créée en 93. Elle regroupe les professions médicales, paramédicales, tout ce qui a trait à la médecine, euh, en Allemagne. Donc c'est une association, voilà, qui a été créée afin de fédérer tous les membres de cette corporation et d'en faire un groupe de propositions et d'influence même, hein. Faut pas n'ayons pas peur de le dire. Donc, on a environ 200 membres. La plupart, bien sûr, sont des médecins, mais on retrouve aussi tous ceux qui font comme je disais, dans les professions paramédicales, les dentistes et tout ce qui est biochimie, laboratoire, et même les professions, tout ce qui est soins, infirmiers et autres. Donc, euh, voilà, c'est ce que je peux vous dire si vous avez des questions là-dessus, la camphomédique. Alors, merci. On va prendre notre deuxième panéliste. Alors, monsieur euh, Elfap, opérateur économique, vous êtes le directeur général de la société Apps Fabrique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre structure? Oui, effectivement, notre structure, nous faisons, comme j'ai dit tantôt, nous faisons dans le numérique. Ça veut dire nous développons des solutions digitales qui, comme ça, sont utilisées dans plusieurs secteurs d'activité. On a une solution qui nous a rendu comme ça célèbre du nom de Ndiangi, qui est une plateforme numérique, une application de gestion des tontines en ligne. Nous avons aussi comme ça dans d'autres secteurs d'activité des solutions que nous avons développées, notamment dans le secteur de l'éducation. Nous avons mis sur pied une plateforme du nom de App Academia qui permet de gérer les établissements dans leur ensemble depuis le mobile dont les parents d'élèves peuvent se connecter depuis leur téléphone, avoir accès aux bulletins de notes numériques, avoir accès aux devoirs. Bref, avoir un suivi permanent des activités de leurs enfants, indépendamment du lieu où ils se trouvent. Donc, nous avons aussi comme ça d'autres solutions, notamment une solution du nom de Djangui Collect qui permet comme ça de collecter les fonds, centraliser les collectes des fonds au sein d'une entreprise. Nous avons par exemple des gros clients, notamment des câbles distributeurs au niveau du Cameroun qui utilisent cette solution pour effectuer les collectes auprès de leurs clients. Et le client aussi directement depuis la solution, il peut directement payer par les différents canaux mobile money et notre solution active automatiquement son bouquet. Voilà. Donc voilà un peu comme ça, nous faisons exclusivement dans le numérique et nos secteurs vraiment sont assez variés. Donc tout secteur d'activité où on peut digitaliser, nous sommes présents. Alors, merci. Docteur Fauting, on revient vers vous. Pendant dû à cette pandémie, on a vu une grande mobilisation des membres de la Camphomédic, sinon les médecins et docteurs camerounais résidant en Allemagne. Jusqu'à présent, quelles sont les mesures que vous avez prises? Sinon, comment est-ce que vous gérez d'abord ça ici, vous, cardiologue et en exercice ici en Allemagne, comment est-ce que vous gérez les malades? D'accord. Donc, effectivement, commencerai par la deuxième question. Au quotidien, bien, il faut comprendre qu'en ce moment, la plupart des hôpitaux ne sont occupés que par des patients malades du Covid-19. C'est-à-dire que tout ce qui était opération, tout ce qui n'est pas urgent a été repoussé à plus tard. On ne sait pas quand. Donc, en ce moment, la plupart des hôpitaux sont occupés par cette pandémie. Donc, au quotidien, à la base, je suis cardiologue, mais je fais très peu de cardiologie en ce moment. On est surtout occupé à traiter les patients malades du Covid-19. Voilà. Donc, ça, c'est sur le plan personnel. Je pense que c'est à peu près la même chose pour mes autres collègues. Et donc, après, maintenant, pour revenir à la première question, vous évoquiez les mesures prises par la Camphomédic.
En effet, nous avons au sein de notre commission Covid-19 commis un papier qui était un document adressé surtout aux dirigeants camerounais, notamment du domaine de la santé. C'était des propositions que nous avions faites qui visaient qui proposaient des stratégies pour venir à bout de cette pandémie en tenant compte de nos spécificités locales. C'est-à-dire qu'il y a certainement beaucoup de choses qui se font dans le monde, mais nous pensons que nous avons une double casquette. Nous avons la possibilité de voir ce qui se fait ici. Nous avons la possibilité de comparer si c'est faisable chez nous. Donc voilà, un document comme cela a été rédigé, a été envoyé aux autorités camerounaises. Avec votre permission, j'y reviendrai un peu plus en détail. Ok, merci. Et comme deuxième question vers notre monsieur Kenfak. Alors, votre entreprise qui est dans le numérique, est-ce que jusqu'à présent, vous avez mis quelque chose sur pied euh, pour comme ça aider dans le cadre de cette pandémie? Disons tout simplement que vu que nous avons, c'est comme si on avait lu dans une boule de cristal, parce que comme je vous ai présenté les différentes solutions que nous avons mises sur le marché depuis un bon bout. Vous comprenez que parmi ces solutions, il y a des solutions qui peuvent vraiment contribuer à lutter efficacement contre le Covid-19. Je parlerai comme ça de la solution App Academia pour la gestion des établissements, qui actuellement est la solution que nous pensons la plus adaptée pour pouvoir combattre ce phénomène. La plupart des enfants, tous les enfants sont à la maison. Les établissements ne sont pas fonctionnels pour le moment et il y a un souci majeur pour les parents d'élèves, de l'avenir de leurs enfants. Donc, avoir une telle solution qui permet comme ça de pouvoir à la base, c'était plus pour le suivi des enfants à l'école. Mais depuis que le Covid-19 est en train de se reprendre, nous avons comme ça adapté cette solution pour que les enseignants puissent puissent charger des devoirs à faire à la maison et que d'un autre côté, les parents puissent aussi directement télécharger ces devoirs, travailler avec leurs enfants et recharger les devoirs dans la plateforme pour que l'enseignant puisse corriger et donner une appréciation. Donc, moi, je dirais que c'est la solution vraiment qui vient à point nommé résoudre, pallier à ce manquement dû à la fermeture des écoles. Et en partenariat avec la FAO Kaigi, effectivement, nous avons travaillé sur une proposition où on a dû faire une proposition au niveau du gouvernement sur les solutions des différents membres de la FAO qui peuvent comme ça contribuer à éradiquer ou à lutter contre le Covid-19. Voilà. Donc, au-delà de ça, voilà, il y a aussi la solution, par exemple, Djangui pour les tontines. Vous savez que les tontines sont très ancrées dans nos mœurs et savoir qu'un Africain ou un Camerounais n'a pas payé sa tontine, c'est déjà un manque à gagner. Il y a des restrictions, les gens ne peuvent pas se rendre dans des associations, dans les réunions. Donc, Djangui vient aussi comme ça à point nommé jouer ce rôle parce que avec la plateforme, vous pouvez payer directement votre cotisation depuis votre mobile. Donc, vous comprenez que nos solutions vraiment sont adaptées aux problèmes actuels et la dernière solution Djangui Collect qui permet de payer les frais, collecter les fonds, centraliser les paiements des fonds. Vous comprenez qu'on n'a plus besoin d'envoyer les agents sur le terrain collecter les fonds. Chaque client, depuis son mobile, peut utiliser la plateforme pour payer ses services. Donc, nous sommes vraiment, je dirais, à 100%, nos solutions sont 100% contre le Covid-19.
nous n'avons pas de contact formel, je dois le dire, avec le ministère. Nous avons des contacts plutôt informels par des canaux non officiels, pas avec le ministre lui-même, mais avec des membres, notamment de son conseil scientifique. Il faut comprendre que le ministre est pour la lutte, dans la lutte contre le Covid, est assisté par un conseil scientifique. Et nous savons que notre document est arrivé à bon port parce que nous avons eu des feedbacks positifs, mais comme je disais, de façon informelle. Concernant le contenu de notre document, bon, donnez-moi quelques minutes, je vais essayer d'aller de façon succincte, parce que c'est quand même vous verrez qu'il faut absolument comprendre pourquoi nous arrivons à ces conclusions-là. Donc, nous avons essayé de voir dans le monde entier comment on lutte contre le Covid-19. Nous avons pu dégager environ 4 stratégies. Il y a la stratégie il y a une stratégie qui a été, au moment où nous rédigeons le papier, la Hollande avait une stratégie qu'on appelait comment dire, la contamination de masse, ou bien immunisation de masse, c'est-à-dire qu'on ne confinait pas, on laissait les gens se balader, et on espérait qu'au bout de l'épidémie, la plupart des gens se seraient contaminés et auraient acquis une immunité. Ça, c'est une stratégie que la Hollande a dû abandonner à cause du nombre de morts croissant. Parce que vers la fin mars, il y a 800 morts. Là, entre-temps, ils sont à 2000 morts. Donc, vous comprenez qu'il faut absolument un minimum de distance sociale. On ne peut pas laisser les gens continuer à aller à l'école, aller au bar, aller dans les buvettes, comme si de rien n'était. Parce que c'est une maladie particulière, elle est extrêmement contagieuse. Ça, c'est la première stratégie que nous avons regardée et qui apparemment est un échec vu que les Hollandais sont revenus dessus. Le seul pays qui le pratique en ce moment, c'est la Suède, mais avec un nombre de morts croissant aussi. Ensuite, nous avons eu à regarder du côté de la France, l'Italie, la Chine, l'Espagne. Ces pays pratiquent le confinement total. Et pour diverses raisons. Mais nous avons vu, en étudiant ce confinement total, il y avait un aspect très intéressant. C'est que c'est une solution qui coûte extrêmement cher parce qu'il faut des mesures d'accompagnement pour les entreprises. Il faut, par exemple, je pense qu'en France, on ne paie plus l'eau et l'électricité. Il y a des pays où il faut des aides aux ménages. Je pense que le président Macron a parlé d'environ 300 milliards d'euros pour aider l'économie. Donc, vous voyez, c'est très, très, très cher. Mais il y a un aspect encore plus important sur le plan médical, c'est que ces mesures-là, malheureusement, de baisser le nombre de morts. L'Italie, l'Espagne et la France sont les pays, et les États-Unis, bien sûr, sont les pays qui en ce moment ont le plus de morts, malgré le confinement. Et il y a une raison qu'on va identifier. On a confiné beaucoup de personnes bien portantes avec des personnes malades. Donc, c'est vrai que la Chine, avec son confinement généralisé, a pu venir à bout de la maladie. Mais la Chine reste, comment dire, reste une exception par rapport aux autres pays. Donc, donc voilà la deuxième solution. Première solution, c'était l'immunisation de masse que pratique la Hollande, que pratique la Suède. Troisième solution, c'était le confinement généralisé que pratique la Chine, la France, l'Italie, l'Espagne. Troisième solution, c'est ce que pratique l'Allemagne et la Corée du Sud. C'est une stratégie basée sur le dépistage de masse. C'est-à-dire qu'on essaie d'isoler de façon proactive, d'aller vers les gens et de tester massivement. Par exemple, l'Allemagne, on peut parler d'Allemagne, puisqu'on y vit, teste en ce moment 500 000 personnes par semaine. Ça, c'est énorme. Je crois que c'est dans le monde, il y a très peu de pays qui peuvent faire autant. Et on confine les malades. C'est vrai que beaucoup de villes ont instauré une espèce de confinement, mais il n'est pas généralisé. Les gens sont encore dans les rues, ils peuvent se balader autour de chez eux. Donc, on n'est pas un confinement aussi strict qu'en France. Et donc, voilà. La Corée du Sud a fait pareil. Par contre, en Corée du Sud, il n'y a pas de confinement. Les écoles sont ouvertes, les bureaux sont ouverts, et les gens vaquent à leurs occupations. Mais ils ont une spécificité, c'est que ceux qui sont malades sont effectivement confinés, sont traités et sont géolocalisés. C'est-à-dire que quand vous êtes en Corée du Sud, à partir d'une application, vous pouvez savoir si votre voisin est contaminé ou pas. Ça vous permet au moins de, comment dire,
si vous allez acheter du pain, oui, si vous partez acheter du pain, vous savez que voilà, je dois l'éviter, je dois prendre plutôt un raccourci pour pas tomber sur lui, surtout s'il n'est pas chez lui, s'il n'est pas confiné chez lui comme il devrait l'être. Voilà. Bon, après, ça pose d'autres problèmes, notamment de protection de données et de l'atteinte à la vie privée. Ça, c'est la stratégie que les Allemands et les Sud-Coréens ont choisie. Et enfin, il y a une dernière stratégie que nous avions trouvé très intéressante, c'est ce qui se fait à Marseille. Marseille, c'est vrai que c'est en France, mais nous avons là-bas un institut qui est dirigé par le professeur Raoul, qui est très connu, entre-temps, qui est devenu très connu. Et lui, il a une stratégie qui est de dire, tous ceux qui ont les symptômes doivent venir à moi. Alors, il teste tout le monde, et dès que quelqu'un est malade, et s'il le désire, il le met sous traitement. Soit un traitement qui est controversé, il faut le dire, mais qui, d'après les chiffres, au moins fait baisser rapidement la charge virale et qui permet aux gens donc de rester moins longtemps confinés. C'est-à-dire qu'il est parvenu à prouver qu'au bout de 6 jours, les gens n'avaient plus de charge virale, donc n'étaient plus contagieux. Bon, ça, c'est la stratégie marseillaise, c'est-à-dire qu'on teste tout le monde. Et on isole les malades et surtout on les traite avec un schéma thérapeutique qui comprend l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Donc voilà 4 stratégies que j'ai essayé de brosser. Donc après, il était question de savoir qu'est-ce qui sied le mieux à notre pays. C'était dans le cœur de notre proposition. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas confiner massivement parce qu'au moment où nous faisons ce papier, nous sommes environ encore à 300 cas. Alors, c'est tout à fait gérable. Surtout qu'on sait d'où viennent les malades. On sait très bien par quel avion ils sont venus. On sait que la plupart des patients, des personnes atteintes sont venues de zones à risque, zones à risque Europe, Asie. Et beaucoup de ces personnes ont échappé au confinement. Alors, notre proposition, c'était d'aller les retrouver. Parce que c'est une question de santé publique, on ne peut pas s'amuser avec la vie des gens. Il était question que le gouvernement mette tout sur pied pour aller les retrouver. Et impose un confinement. Parce que, voilà, et il était question, mais nous ne voulons pas, bien sûr, que ça tourne à la répression, parce que c'est des malades potentiels. Il fallait les retrouver, les rassurer, les tester, et ceux d'entre eux qui seraient négatifs, on les laisserait partir. Par contre, ceux qui sont positifs, on les confinerait et on les traiterait à la façon du protocole marseillais. Vu qu'il n'y a pas d'autre protocole en ce moment, il n'y a pas d'autre solution. Donc, c'était ça le cœur de notre proposition envoyée au ministre et à son conseil scientifique. Ça, c'était la première proposition. Donc, retrouver les malades, parce qu'on les connaît. Ce n'est pas une maladie endogène, c'est une maladie qui est exogène. Elle est venue par les aéroports. Donc, on sait, à partir d'une carte de débarquement, qui est venu, quel jour, et où est-ce qu'il se trouve au Cameroun. Parce que quand vous arrivez au Cameroun, vous le savez, à l'aéroport, vous déposez une carte de débarquement. Donc, on peut facilement vous retrouver. Bon, ça, c'était la première chose. Mais je me rends compte qu'entre-temps, nous sommes passés à la phase 2, parce qu'il existe, on a pratiquement 1000 cas, et la plupart des personnes, et beaucoup des personnes touchées en ce moment n'ont jamais mis les pieds, enfin, n'étaient pas dans une zone à risque. Donc, ils ont été contaminés par des personnes qui étaient contaminées. Donc, ça veut dire que nous allons devoir refaire, dans la semaine qui vient, d'autres propositions au ministre, et parce que nous pensons que en ce moment, on n'a plus moyen, on n'a plus même la même possibilité d'aller retrouver les gens comme c'était possible il y a 2 semaines. Les choses sont allées très vite. Donc, ça, c'était le 1. Et nous pensions sincèrement qu'on ne pouvait pas confiner tout le monde au Cameroun. Pour une raison bien simple. Nous savons tous que la plupart des Camerounais, enfin, sur les chiffres de la Banque mondiale parle de 40% qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous savons que dans nos grands centres urbains, la plupart des gens vivent au jour le jour. C'est-à-dire qu'ils gagnent leur quittance le jour même. Quand ils sortent le matin, il n'y a rien. C'est le soir qu'ils ramènent à manger. Donc, ça veut dire que quoi? Les gens sont obligés de sortir pour vivre. Ceux qui payent les loyers, comment ils feraient? Comment est-ce qu'ils feraient? C'est-à-dire que quel bailleur camerounais, enfin, peut-être qu'il y en a, 1 mois, 2 mois, 3 mois sans payer son loyer. Les gens se retrouveraient à la rue. Donc, le cœur de notre proposition, c'était qu'il faut adopter une stratégie qui marche. Les pays les moins touchés en ce moment sont la Corée du Sud, les pays d'Asie du Sud-Est. Pourquoi? Parce qu'ils testent massivement. Donc, il était question
que le Cameroun teste également massivement. Nous pensions qu'à ce stade, nous serions autour de 20 000 personnes qui doivent être testées. Et nous pensons que... S'il vous plaît, une question. Pour avoir un centre, pour pouvoir tester, combien ça coûte environ? Ça, c'est une très bonne question. Je crois que le test est gratuit. Hein. Je ne sais pas si je me trompe. C'est vrai que le test est gratuit pour les patients, mais pour que l'État puisse mettre un centre de dépistage sur pied, combien ça devrait environ coûter? Bon, ça, c'est une très bonne question. Ça, je ne peux pas vous le dire. Je sais qu'en France, le test coûte 145 €, mais à sa fabrication, il coûte 5 €. Maintenant, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Je ne sais pas combien il faudrait d'argent pour prévoir ça. Mais si de l'autre côté, vous avez peur d'une hécatombe, comme le prédisent l'ONU et l'OMS, je pense qu'il faut mettre les moyens sur la table, quel que soit le prix. Parce qu'à la fin de cette pandémie, on ne sait pas qui sera vivant et qui ne sera pas. Vous voyez? Donc, la question ne se pose même pas. Il faut aller trouver les moyens où ils sont pour tester les gens. Parce que dans la médecine moderne, on n'isole pas celui qui est bien portant, on isole le malade. Hein. Ça veut dire qu'il faut aller chercher le malade. Il faut savoir qui est malade. C'est lui qu'il faut isoler. Il ne faut pas l'isoler avec des personnes bien portantes. Sinon, vous aurez l'effet qu'on a en Italie, où les gens sont enfermés avec leur famille, et 2 semaines plus tard, tout le monde est malade, et il y en a 10% qui meurent. Voilà. C'est ça qu'il faut éviter. Et c'est ce que font les pays d'Asie du Sud-Est, la Corée, Hong Kong, Taïwan, Singapour, qui testent massivement les gens. C'est très, très important. Et je pense que le Cameroun a les moyens de tester. Parce que, heureusement pour nous, les cas sont encore concentrés à Yaoundé et à Douala. Donc, c'est à peu près circoncis. On n'est pas encore au stade où, dans les petits villages, on retrouve des malades, des gens en train de faire la maladie. Vous voyez. Donc, c'est encore relativement circonscrit. Et je pense que c'est encore un autre importé. L'une des mesures, comme suggère la infomédique par la voix du docteur Thierry Fauting, serait de multiplier les centres de dépistage et essayer de localiser ces personnes afin de les regrouper dans un secteur, si j'ai bien compris, et voir dans quelle mesure les traiter. Alors, monsieur Jules Guillain-Penfac, je reviens vers vous. On a vu également la CIATV qui est en train de dispenser des cours présentement pour nos jeunes frères et les plus petits, une initiative qui a été saluée par de millions de Camerounais. Alors, vous également, vous avez tout à l'heure mentionné votre programme d'Hélénine qui fait aller à l'endroit de ces enfants-là qui risquent de perdre une année scolaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit tantôt, la CIATV effectivement introduit ce canal pour pouvoir garder les enfants toujours à l'afflux de ce qui se passe à l'école, ce que je trouve une très bonne initiative. Et voilà, ils ont d'abord limité au niveau des classes d'examen, notamment le CM2. Je crois qu'ils vont faire avec le BPC, le probatoire et aussi les classes de terminale de première. Nous, par contre, notre plateforme, c'est dans le même élan. Nous étions déjà présents, comme je l'ai dit tantôt, depuis pratiquement un an. Donc, nous avons déjà beaucoup d'établissements avec qui nous travaillons. J'ai dit tantôt que nous avons adapté, durant le confinement, nous avons dû mettre un peu un accent sur le module d'apprentissage en live, en fait, du e-learning. Ça veut dire qu'on a mis un accent sur les devoirs, que les professeurs puissent donner des devoirs, les parents font ces devoirs avec les enfants et ils corrigent et ils envoient sur la plateforme. Nous avons aussi, depuis cette semaine, introduit aussi un module du nom de Live Teaching pour permettre à ce que les professeurs puissent faire des petites vidéos chargées sur la plateforme de façon interactive, les élèves puissent interagir. Donc, comme vous dites que nous sommes conscients du fait que le fait que les enfants n'aillent pas à l'école, c'est vraiment un manque à gagner énorme.
tant pour les parents d'élèves que pour ces enfants. Personne ne sait combien de temps ça va durer. Donc, notre plateforme, vraiment, nous pensons que elle vient comme ça s'ajouter à d'autres plateformes existantes, car comme vous le savez, ce n'est pas tous les Camerounais qui sont forcément connectés à la Chia TV. D'autres préfèrent plus rester sur leur smartphone. Et vu que notre solution est uniquement utilisée accessible à travers les téléphones Android pour le moment, nous pensons qu'on a un segment d'utilisateurs énorme qui pourront trouver le bien fondé de cette plateforme. Nous connaissons aussi les réalités que nous avons au Cameroun, notamment le problème d'internet, de connectivité, problème de lumière et autres. Donc, raison pour laquelle on a mis un accent sur le mobile. Mais sinon, la plateforme, vraiment, elle est très appréciée de par les établissements qui utilisent, de par les enfants, les parents d'élèves. Je dirais même que certains même qui étaient sceptiques au départ, ils ont vraiment trouvé le bien fondé d'une telle plateforme. Donc, actuellement, on a vraiment un chiffre, le nombre d'utilisateurs actuellement est les chiffres sont vraiment très élevés et nous pensons à travers vous, comme ça, sensibiliser d'autres établissements qui hésiteraient encore ou qui ne savaient pas que de telles solutions existent, bien évidemment, de se rapprocher vers nous afin de pouvoir aussi bénéficier de ça. Donc, comme je dis, l'avantage premier, c'est que c'est accessible sur mobile. Vous n'avez forcément pas besoin d'avoir un ordinateur. On sait que la plupart des Camerounais ont un téléphone, ils ont des powerbanks, donc vous comprenez avec moi que vous êtes toujours disponible à avoir un suivi de vos enfants. Les parents étant à la maison, on a mis un accent sur le module qui permet que les parents puissent faire des devoirs avec les enfants, prendre une photo, charger sur la plateforme, l'enseignant corrige et il renvoie la note. Donc, vous voyez qu'on a vraiment pris la chose au sérieux et à travers les feedbacks que nous avons reçus des parents d'élèves et aussi des enseignants, je crois qu'ils sont vraiment satisfaits pour la plateforme. Alors, Monsieur Kemfa, vous parlez de cette plateforme. À partir de son smartphone, on peut avoir accès à cette plateforme et naturellement choisir en fonction un fichier en fonction de la classe que l'on fait. Alors, ma question est la suivante. Combien ça coûte et comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette plateforme? Disons que pour le moment, nous avons la plateforme est complètement gratuite. Le point d'entrée pour l'utilisation de cette plateforme, c'est l'établissement. Donc, l'établissement doit se rapprocher vers nous. Nous avons comme ça nos différents sites web www.myappfabric.com. Ils peuvent, à travers ce site web, nous contacter. Ils peuvent aussi nous suivre à travers nos différentes pages de Facebook. Nous avons aussi les numéros de téléphone sur ces différentes pages, notamment Facebook/myappfabric. Ils peuvent aussi nous contacter à travers cette plateforme. Donc, c'est l'établissement qui prend l'initiative, qui adopte la plateforme, qui charge les données de son établissement, parce que j'ai aussi oublié de dire que la plateforme à la base a été conçue pour la gestion intégrale d'un établissement. Donc, ce n'est pas seulement la mise en relation entre les parents d'élèves et l'enseignant, mais aussi la mise en relation entre le parent d'élève et l'établissement. Donc, ils ont aussi des modules, notamment le parent peut demander, prendre congé de son enfant depuis la plateforme. Tous les annonces que l'établissement souhaiterait faire aux enfants seront directement faites depuis la plateforme. Donc, l'application est gratuite et à travers le Covid-19, nous avons encore mis un accent sur... Nous sommes en train de travailler sur un module qui permettra à ce qu'on ne puisse plus passer par les parents d'élèves, par les établissements. Un enseignant ou un parent d'élève lambda qui a des soucis pour des cours spécifiques puisse directement se connecter sur la plateforme. Nous travaillons actuellement avec, on est en train de constituer comme ça un groupe d'enseignants volontaires qui souhaiteraient comme ça proposer leur expertise. Ils seront de l'autre côté, un peu comme les enseignants. Chacun devra définir son profil. Si il donne cours, il préfère donner cours pour le CM1, le CM2. Nous voulons mettre aussi un accent d'abord pour les classes d'examen, pour le CM2, la troisième
la première et la terminale. Donc, chaque professeur viendra et dira que bon, je peux dispenser les cours de mathématiques pour le CM2, les cours de mathématiques pour la troisième. Et d'un autre côté, les parents d'élèves pourront se connecter, choisir dans quelle salle de classe ils souhaiteraient recevoir les cours et tout cela se fera vraiment de façon gratuite. Donc, nous voulons aussi apporter notre contribution. On ne pense pas seulement business. Certes, nous sommes des hommes d'affaires, on veut à la fin à générer des bénéfices, mais nous pensons que cela peut se faire plus tard, car actuellement, à travers cela, on va faire la promotion de notre plateforme. Et une fois le Covid-19 passé, on pourra effectivement nouer des partenariats. Donc, pour le moment, c'est complètement gratuit. Et je pense que ce module dont je viens de parler tout à l'heure sera disponible d'ici la fin de la semaine prochaine. Mais sinon, actuellement, s'il y a un établissement qui souhaiterait utiliser notre plateforme, ils peuvent juste nous contacter et nous allons leur montrer le chemin à suivre. On va créer le login, ils pourront charger les données de leurs élèves et on mettra directement ça à la disposition des parents d'élèves. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose, en un jour, on a tout paramétrisé et ils pourront déjà utiliser. Alors, merci une fois de plus, monsieur Kenfak, et félicitations pour cette très belle initiative. On vous rappelle, elle est gratuite, cette plateforme. Parents, chefs d'entreprise, chef d'établissement, vous avez la possibilité de vous connecter sur la page www de AdFabric. Tout à l'heure, nous allons vous envoyer le lien sur notre page. Vous pourriez entrer en contact avec Monsieur Kenfak et toute son équipe. Et dès le lendemain, vous auriez accès à tous les cours. Alors, nous allons prendre notre docteur Footing, représentant de la Camphomédic sur ce plateau. Alors, docteur, dans sa dernière sortie, tout à l'heure, vous avez évoqué la stratégie du test massif. Dans la dernière sortie du Premier ministre, M. Joseph Dongouti, où il appelait les Camerounais au port du masque. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas une stratégie pour aider? C'est la première question. Et dans un second point, nous avons observé sur la place publique des masques qui sont vendus où des tailleurs et couturières fabriquent des masques et vendent. Est-ce que ça ne peut pas être un point de propagation de cette maladie si celles-ci ne sont pas stérilisées et peut-être fabriquées par une personne contaminée? Oui, merci pour la question. Je tiens à préciser que il y a, dans la stratégie que nous avons proposée au ministre et à son panel scientifique, il y a plusieurs aspects. Il n'y a pas que le test massif. Le test massif est la clé. C'est probablement le plus difficile à mettre en place parce qu'il coûte cher. Il faut chercher des tests. Si on n'en a pas sur place, il faut aller les acheter à l'étranger. Mais j'estimais que les pays qui s'en sortent le mieux sont ceux qui testent leur population. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Sinon, il faudra compter les morts à un moment. Parce qu'on ne saura pas qui est positif, on ne saura pas si les malades sont guéris, on ne saura pas, on confinera les gens, on confinera les malades avec des personnes bien portantes, avec des conséquences graves que ça peut avoir. Donc, premièrement, tester massivement. Deuxièmement, distanciation sociale. Oui, il faut effectivement fermer les bars. C'est bien d'avoir fermé les écoles, au moins temporairement. Ça peut être des endroits où la maladie se répand comme une traînée de poudre. On l'a vu avec l'exemple en Hollande. Il faut fermer il faut fermer des endroits non essentiels, si c'est possible. C'est-à-dire qu'il faut éviter les attroupements. Les marchés doivent rester forcément ouverts, mais il faut trouver des moyens de faire en sorte que, voilà, dans les marchés, les gens mettent des masques et qu'on espace les vendeurs et qu'on évite la foule. Je ne sais pas comment ça peut se faire, mais on est obligé de créer nos propres solutions. Vous avez vu que même en Allemagne, les supermarchés restent ouverts, parce que les gens ne vont pas aller, ou bien que les gens mangent. Mais parfois, quand vous arrivez dans un supermarché, on vous laisse entrer. On dit au maximum 100 personnes. Et après, on laisse entrer au compte-gouttes pour ne pas créer la foule. Voilà. Donc, premièrement, tester, distancer, isoler, restreindre les mouvements. Troisièmement, le masque. Oui, pourquoi le masque? Le masque est passez-moi le mot, un game changer. Je vous prends un exemple très simple qui va vous faire comprendre l'utilité du masque. Quel est le pays au monde le plus densément peuplé? Enfin, on va dire la ville. C'est Hong Kong. Hong Kong a, à certains endroits, 120 000
habitants au kilomètre carré. Aucun pays au monde n'a cette densité de population. Vous savez combien de malades Hong Kong a du Covid-19? Je crois environ 900. Ils sont 7 millions hein, dans la ville. Il y a 900 malades. Vous savez combien de morts il y a là-bas? 4. Alors, qu'est-ce que Hong Kong fait que les autres ne font pas? Eh bien, tout le monde est masqué à Hong Kong. Donc, voilà. Il n'y a pas que le dépistage, mais il n'y a pas que la distance sociale, mais il y a le masque. J'étais tellement étonné hein, en tant que président de la commission Covid-19 de la CAMFOMEDIC de voir que le masque pouvait jouer un si grand rôle. Effectivement, les études montrent que c'est de personne en personne que 90% des transmissions se font. C'est-à-dire que ce n'est pas en allant toucher la serrure d'une porte ou un ascenseur que ça se passe en général. Hein. Parce que le virus, heureusement, il est plutôt fragile. Donc, même si parfois on peut retrouver le virus sur une porte ou sur une clé, très souvent, ce n'est pas un virus viable. Mais 90% des cas se fait par gouttelette, donc d'une personne à l'autre. Alors, si on peut, mettre une barrière, le masque est cette barrière-là. Le masque, en fait, est au Covid-19 ce que le préservatif était au VIH dans les années 80. Ça peut paraître trivial, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens doivent se masquer. Et donc, nous encourageons toute initiative qui vise à faire fabriquer des masques. Et nous pensons qu'effectivement, tout le monde doit se masquer, au moins dans la sphère publique. Ça permet de façon drastique, comme l'exemple que je vous ai présenté le montre, de faire baisser la transmission de la maladie. Après, maintenant, quel masque il faut faire? Effectivement, il faut... Les masques... Bon, premièrement, quand j'évoque les masques, il est très important de préciser une chose, c'est que les masques chirurgicaux, les masques médicaux doivent être en priorité réservés au personnel médical. C'est une raison bien simple. Si la population se rue dans les pharmacies et il n'y a plus de stock de masques chirurgicaux et médicaux, qu'est-ce qui va se passer? Vos médecins, vos infirmières, vos brancardiers, vos secouristes ne seront pas protégés. Ils vont tomber malades. Et quand vous viendrez à l'hôpital le Covid, il n'y aura plus personne. Donc, il faut réserver les masques. S'il n'y a pas assez pour tout le monde, il faut les réserver en priorité pour le personnel qui est en première ligne. Parce que c'est eux qui voient les patients. C'est eux qui voient les patients, c'est eux qui sont en première ligne. Après, au niveau local, nous sommes au XXIe siècle. Je pense que fabriquer des masques conventionnels est à la hauteur d'un pays comme le Cameroun. Moi, je pense qu'il faut utiliser tout ce qu'on peut utiliser. C'est vrai qu'un simple tissu, un pagne ne suffit pas, mais au moins, il peut arrêter les grosses gouttelettes. C'est vrai qu'il ne vous protégera pas si quelqu'un vous éternue dessus, hein, mais au moins, c'est mieux que rien. Donc, toute initiative venant de privé ou du gouvernement pour faire fabriquer des masques est absolument la bienvenue et est une clé de la lutte contre le Covid-19. Après, c'est clair que si c'est fait de façon artisanale, il faut quand même un minimum d'hygiène, comme vous l'avez relevé vous-même. Quelqu'un ne va pas faire des masques, lui-même être infecté, tousser dans chaque masque et aller les vendre. Je pense que si tous ceux qui achètent des masques en route doivent au moins les ramener à la maison, au moins les tremper dans l'eau de Javel avant de les utiliser. Je pense que ça peut être une façon de lutter contre ce phénomène. Donc voilà. Et il y a d'autres propositions que nous avons faites au ministre, notamment, il faut que la SONEL, excusez-moi, ça s'appelle pas la SONEL, c'est ENEO, voilà, et Camwater, au moins à Yaoundé et à Douala, coupe le moins possible la distribution en eau et en électricité. Parce que si on demande aux gens de se laver les mains et il n'y a pas d'eau, comment ils vont se laver les mains? Ils ont passé la journée dehors, ils reviennent avec la maison, il n'y a pas d'eau. Il faut qu'ils trouvent des solutions pour qu'il y ait de l'eau. Hein? Quitte à dire aux gens, quitte à rationner, à dire que voilà, tel quartier, on coupera de telle heure à telle heure, mais au moins que les gens fassent des réserves, parce qu'il faut de l'eau. L'eau sert à lutter contre le Covid. L'eau potable avec laquelle on se lave les mains. Et l'électricité, pourquoi je parle de l'électricité? Notamment, M. Kenfak parle d'une plateforme qui permet à nos élèves de travailler. S'il n'y a pas d'électricité, comment les gens vont travailler? Ils sont à la maison en train de faire quoi? Hein? Toute la journée. Il faut du courant. Mais il y a pire. C'est vrai que tous les Camerounais n'ont pas un frigidaire chez eux. Tous les Camerounais n'ont pas un congélateur. Mais il y en a qui en ont quand même. Cela peut faire des réserves. Ils peuvent faire des réserves d'aliments. Moi, je suis arrivé une fois au Cameroun chez quelqu'un. La maison, il y avait une odeur incroyable dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une coupure d'électricité et le congélateur s'était endommagé. Toute la nourriture s'était gâtée. Donc, on ne peut pas dire aux gens d'aller faire des réserves, de rester chez eux
Et après, il n'existe aucun moyen pour eux de faire des réserves d'aliments. Il faut du courant pour faire des réserves en aliments. Donc, il faut que les sociétés chargées d'eau et d'électricité fassent leur travail, au moins pendant cette période difficile qui va peut-être durer 1, 2, 3, 4, 5 mois, je ne sais pas exactement. Donc voilà, c'était des solutions vraiment très pratiques, comme vous pouvez imaginer. C'est vraiment, c'est pas de la sorcellerie, des choses banales, des choses triviales, mais qui, à la fin, peuvent faire en sorte qu'on n'ait pas beaucoup de morts dans notre pays. Alors, merci, monsieur Fautine. Je vais retourner vers monsieur Ken Fak. Alors, monsieur Ken Fak, vous êtes opérateur économique, ça veut dire que vous maîtrisez un peu plus les chiffres que nous. Est-ce qu'un confinement tel que le docteur vient de le mentionner, que Eneo devrait faire, sinon que le gouvernement devait faire pression sur Eneo ainsi que Kamwata pour un minimum de coupures, est-ce que c'est possible? Parce que je crois que les coupures qu'on a eues par le passé n'étaient pas de manière volontaire. Et dans un second point, ma deuxième question, est-ce qu'un confinement total est possible au Cameroun? Je répondrai directement par la deuxième question. C'est très difficile en fait de confiner des personnes dans un pays où 90% de l'économie est basée sur l'informel. Je dirais 80% est basé sur l'informel. C'est vraiment très très difficile parce que le manque à gagner est très énorme. Mais bon, comme on dit, la santé prévaut sur tout. La santé n'a pas de prix, voilà, la santé n'a pas de prix. Je pense que l'Office national de la statistique, normalement, est mieux placé pour savoir exactement pour une durée. On ne sait pas combien de temps ça va mettre. Mais si on a une estimation de, disons, dans 2 mois, ils sont mieux placés pour savoir, au vu des données qu'ils ont collectées les années antérieures, pour savoir quel est l'impact économique que on peut avoir au Cameroun durant cette phase si on décidait comme ça de confiner les gens. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de collecte d'impôts. Voilà, s'ils peuvent fournir de telles informations au gouvernement, c'est maintenant au gouvernement de voir en disant, bon voilà, est-ce qu'on prend le risque? Si durant les années précédentes, on a eu, durant une période allant de début mars jusqu'en mai, on a eu des chiffres, on a fait des collectes peut-être déjà de 100 milliards. La question sera de savoir, est-ce qu'on prive, on prive le gouvernement de ces 100 milliards et on prend des mesures drastiques, notamment le confinement total? Si oui, qui va porter ce montant? Qui va supporter ce montant? Est-ce qu'on repousse les échéances de collecte à plus tard et on essaie de voir comment, à travers les barrières de fonds, ils pourront résoudre ce problème? Si oui, on pourra effectivement le faire, quoi. Donc, comme pour dire, on a besoin des statisticiens qui pourront effectivement donner l'impact économique que ce Covid-18 peut avoir sur une période, une durée bien précise. Et à la fin, maintenant, c'est à eux de prendre. S'ils trouvent que 100 milliards, c'est un manque à gagner, non. Alors, je pense que les mesures, on pourra effectivement passer sur les mesures de sensibilisation où on se rassure que chacun applique ces mesures de distanciation vraiment et que le port de masque est vraiment obligatoire. Notamment, j'ai suivi que dès lundi, le port de masque sera obligatoire. On applique ces mesures, on se rassure aussi qu'il y aura un suivi. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'effectivement, on a besoin de consulter les spécialistes de la santé qui pourront nous dire, au vu de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Le docteur, par exemple, tout à l'heure, nous présentait un peu le cas de la Corée du Sud qui a bien marché. Donc, si on peut avoir le corps médical qui dit, voici les mesures que si vous prenez et que la population respecte, elles peuvent contribuer au ralentissement de ce Covid-19. Alors là, moi, je pense que le gouvernement pourra effectivement choisir la méthode propice. Mais, comme je dis, la différence entre le Cameroun et l'Europe, c'est qu'effectivement, 80% des activités sont dans le secteur informel. Donc, le manque à gagner est énorme. Maintenant, il faudra aussi savoir, celui qui va rester à la maison, qui va supporter les charges, qui va payer le loyer, qui va payer la nutrition. Je pense qu'il y a eu des fonds qui ont été collectés ou qui sont en cours de collecte afin de pouvoir venir en aide à ces personnes. Voilà. Donc,
Confinement total, oui, dans la mesure et seulement si le gouvernement rassure la population qui vont pouvoir prendre en charge voilà, certains frais durant cette période. Mais c'est ça aussi très difficile. Vous savez, nous avons les malins au Cameroun qui vont forcément profiter de cela pour dire, bon voilà, je n'ai pas d'argent, ainsi de suite. Et ils vont dilapider l'argent. Disons tout simplement que l'argent n'a pas disparu. À un moment X, avant, disons, avant le 1er mars, l'argent était quelque part. Ça veut dire qu'on a les opérateurs économiques qui avaient fait des réserves, qui avaient forcément soit importé des choses, ou chacun dans son compte bancaire a un argent précis. Maintenant, il y aura des malins qui vont forcément dire non, j'ai pas d'argent, j'ai besoin de l'aide du gouvernement, et ainsi de suite. Donc, on a aussi vraiment cet élan de solidarité qu'on a besoin effectivement pour pallier à cela. Si, voilà, les gens ne sont pas assez disciplinés, ce sera un peu très difficile. Mais je dis, je serais un peu plus tenté à dire, essayons d'abord les 2 prochaines semaines d'appliquer les mesures de distanciation, le port de masque, et on voit un peu comment ça va se passer. S'il n'y a pas de changement, effectivement, on peut alors procéder au confinement total. Mais à la fin, quelqu'un devra payer la facture. Alors, merci, Monsieur Kempak. On rappelle à tous nos téléspectateurs que s'ils ont des questions à poser, ils peuvent nous appeler directement ou nous contacter via WhatsApp au 0049 176 20 96 95 48. Alors, docteur Fautin, le coronavirus fait des milliers de morts dans le monde. L'Afrique en général et le Cameroun ne sont point épargnés. Et parmi ces morts, il y a des médecins, des docteurs, des aides-soignants qui décèdent aussi. Ils décèdent naturellement dû à cette pandémie. Est-ce que vous pouvez, sinon, avec l'expérience, l'expertise que vous avez due à vos fonctions ici en Allemagne, comment est-ce que les médecins, docteurs et aides-soignants camerounais devraient se protéger? Qu'est-ce qu'ils ont besoin comme matériel pour ne pas être contaminés parce que ce sont des généraux, ils sont en première ligne. Et s'ils décèdent, nous pourrons commencer à creuser nos tombes. D'accord, merci. Merci pour la question. Je pense que les mesures en Allemagne ne posent pas vraiment problème. C'est vrai que je n'ai pas les chiffres pour l'Allemagne, mais je sais qu'en Italie, il y a eu 100 médecins qui sont morts. Voilà. Depuis le début de la crise. Il y a eu environ 6000 personnels médicaux qui étaient infectés. Donc, vous comprenez que ça n'épargne personne et ce n'est pas toujours les plus vieux qui meurent. Donc, d'où la nécessité, effectivement, de mettre en œuvre, en pratique, ce que nous prenons nous-mêmes. Laver les mains, porter le masque, se distancer socialement. S'isoler si on peut se permettre de s'isoler, hein, de se confiner. Et donc, c'est des mesures générales. Bon. Après, si on est quand même malade, parce que ça peut arriver que malgré tout ça on tombe malade. Mais, moi, personnellement, je m'en remets à Dieu parce que je ne sais pas trop comment. J'ai des collègues qui sont malades et je ne sais pas comment ils l'ont attrapé et pourquoi eux et pourquoi pas moi, quoi. Donc, c'est assez inédit comme situation, cette maladie. Donc, voilà. Mais je me fais plus de soucis pour nos confrères au Cameroun parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nous. Ils n'ont pas la même possibilité que nous. Et tout là-bas est comment dire, il manque de beaucoup de choses. Donc, et c'est là-bas, effectivement, qu'il va falloir trouver des solutions. Il va falloir inventer nos solutions à nous. On ne peut pas tout acheter. De nos jours, même acheter les masques, ça devient compliqué. Vous avez entendu parler d'histoire de piratage de masques entre pays. En Europe, un pays achète, l'autre pays vole. Donc, c'est plus le moment de... C'est que c'est là compliqué. Il va falloir qu'on invente nos propres solutions. Nous avons des cerveaux. On va devoir regarder notre environnement et voir localement ce qui est faisable pour se prémunir si jamais on manque de matériel. Il faudra qu'on fabrique notre propre gel hydroalcoolique, il faudra qu'on trouve nos propres tissus pour faire nos propres masques et s'assurer qu'ils sont bien étanches. Il faudra créer des... Ça, c'est une de nos propositions. Il faudra créer dans chaque ville, ou les villes les plus touchées, des centres dédiés exclusivement au Covid.
Parce qu'il est hors de question qu'on mélange les patients atteints du Covid-19 aux autres patients. Non, non, ce serait la catastrophe. C'est ce qui est arrivé en Italie au début de la pandémie. Il faut aussi apprendre des erreurs des autres. Il faudra des centres dédiés exclusivement. Donc, on sait, si c'est le Covid, c'est à tel endroit. Et là-bas, le test se fera gratuitement et le traitement se fera gratuitement. Comme ça, les gens seront encouragés à y aller. Et si c'est comme ça, si ces mesures sont mises en œuvre et d'autres mesures que d'autres, nous pensons qu'on a de réelles chances d'éviter la catastrophe. Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. Alors, merci docteur. Dans votre élan, puisque la Camphomédic ne cesse de travailler, sinon de tendre la main aux, aux autorités camerounaises, est-ce que, avec l'expertise et l'expérience que vous avez, est-ce que la Camphomédic songe à envoyer une équipe? Parce que bon, l'Europe est euh, je vais dire, atteint son pic, hein, et les chiffres maintenant sont en train de décroître. Tandis qu'au Cameroun, bon, on ne rêve pas encore, mais on sait que d'un moment à l'autre, on va atteindre le pic quand tout sera terminé ici. Est-ce que la Camphomédic sera prêt à mettre sur pied une équipe qui a cette expérience-là pour aller donner un coup de main à vos confrères au Cameroun? Sur un plan pratique, il faut déjà faire remarquer que les frontières sont fermées. Mais s'il faut aller aider nos frères et sœurs au Cameroun, ça va de soi que nous le ferons. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute là-dessus, absolument pas. Bien que je pense que localement, il y ait assez, au moins, d'expertise, je veux dire, il y a des gens capables de gérer cela. Comme je vous ai expliqué, les solutions sont en fait d'ordre plutôt basique. Hein. On n'est pas dans la médecine très très compliquée. On n'est pas dans la... J'ai entendu dire des gens, j'ai entendu dire que des gens demandaient à ce qu'il y ait beaucoup plus de places en réanimation, qu'il y ait plus de respirateurs, des choses comme ça. Non, non, je ne pense pas que ce soit la médecine qu'il nous faut. Les respirateurs, c'est la fin du Covid. C'est vraiment quand vous êtes au bout du rouleau. Et croyez-moi, quand vous entrez en réanimation, ben, et vous êtes placé sous assistance respiratoire, c'est dans les meilleurs centres au monde, c'est 50-50, c'est 50-50. Vous ne savez pas si vous allez en sortir. Ça peut être l'un comme l'autre. Donc, il faut éviter qu'on en arrive là. Et c'est pour ça que la sensibilisation, le port du masque, laver les mains, se distancer, restreindre les mouvements, éviter que les gens n'aillent en campagne répandre le Covid, donc rechercher les malades, les traiter, les rassurer. Tout ça est très important pour éviter qu'on en arrive là. Et non, effectivement, non, si notre expertise est demandée, on la fournira, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'au stade où on en est au Cameroun, on peut très bien se débrouiller. Surtout que le problème en ce moment, je pense qu'il est plus d'ordre politique, je veux dire, de politique de santé. C'est pas vraiment un problème d'expertise. C'est pas comme si on demandait de venir montrer comment marche tel appareil. Non, il n'y a pas d'appareil à faire marcher pour le moment. Il faut mettre en place une politique de santé cohérente à laquelle adhérera les populations. La population. Donc, c'est de ça qu'il s'agit et c'est le politique qui doit prendre la balle en l'air, comme on dit, et jouer son rôle au point où nous en sommes. Nous sommes une force de proposition. Nous avons fait notre travail et nous restons à l'écoute pour fournir toute l'expertise qu'il faudra. Mais il faudra bien qu'à un moment, les choses soient appliquées. Mais je me réjouis de voir que le ministre montre beaucoup de bonne volonté. Les choses commencent à bouger. On parle du port du masque obligatoire pour la semaine prochaine. On parle de fabrication de chloroquine par le ministère, par les laboratoires de recherche du ministère de la Recherche scientifique. On parle de fabrication du masque par SICAM. Bon, les choses se font, même si on aurait voulu que les choses aillent beaucoup plus vite, parce que chaque vie qui se perd, nous pensons pour le moment, c'est vraiment quelque chose de gâché et qui pourrait peut-être être évité. Alors, docteur, avant de sortir, j'ai eu à discuter avec plusieurs de nos compatriotes, des Camerounais, environ trois, qui étaient contaminés par le Covid-19. Et ils m'ont rassuré que leur plus grande souffrance, c'était de voir la mort en face. Est-ce que vous pouvez rassurer, s'il vous plaît, nos téléspectateurs et les milliers de Camerounais qui vont nous regarder après que quand on attrape cette maladie, ce n'est pas la mort qui est là et des mesures qu'on peut prendre vraiment pour essayer de rassurer tous ces gens-là qui sont contaminés?
Oui. Bon, vous me demandez de rassurer. J'avoue que c'est une situation quand même inédite dans laquelle nous vivons. C'est une maladie assez particulière. Elle est extrêmement contagieuse. Elle est 6 fois plus contagieuse que la grippe normale. Et le virus en lui-même n'est pas très, très coriace, on va dire. Quand il arrive dans le corps, par contre, il crée une situation telle que le corps, en luttant contre lui, détruit notamment les poumons. Et c'est ce qui fait que, voilà, au bout du rouleau, les gens se retrouvent en assistance respiratoire. Bon, quand on regarde les chiffres, on a une létalité de la maladie qui tourne autour de 6%. C'est-à-dire que 600 personnes attrapent la maladie au jour d'aujourd'hui. Avec les différents traitements qui sont implémentés ou pas implémentés, on se rend compte qu'il y a environ 6% qui vont mourir. Ça veut dire qu'à l'autre côté, il y a quand même environ 80, 90, 95% de personnes qui vont s'en sortir. Voilà. Et cette maladie est beaucoup plus dangereuse pour les personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont un diabète, une hypertension, une insuffisance rénale. Il faut éviter absolument, et pour les personnes âgées. Donc, c'est des populations vulnérables qu'il faut absolument protéger. Donc, c'est quand même plus dangereux qu'une grippe normale. Il faut quand même qu'on le précise, parce que vous vous souvenez, au début de la pandémie, on disait non, ça ne tue pas les Noirs, et le soleil va gérer ça, et puis non, c'est pas comme on pensait, malheureusement. C'est bien plus coriace qu'une grippe normale. Donc, mais on en guérit. On en guérit avec des médicaments, apparemment, la chloroquine et l'azithromycine ou d'autres thérapies. On en guérit spontanément quand on est en bonne santé. Mais quand même, il y a des cas quand même qui, malheureusement, ne connaissent pas une fin heureuse. Donc, le plus important, si vous êtes malade, c'est de vous faire, d'abord, si vous soupçonnez que vous êtes malade, c'est de vous faire tester pour en avoir le cœur net. Ne courez surtout pas dans les pharmacies pour faire d'automédication, parce que, vous avez entendu, il y a des cas de dégâts, il y a des cas, même dans ma famille, j'ai des cas d'intoxication à la chloroquine, parce qu'on ne sait même pas si c'est de la bonne chloroquine, est-ce qu'elle n'est pas de la chloroquine de contrebande, on ne sait pas si les doses sont exactes. Donc, pas d'automédication. Absolument consulter, vous faire tester. Apparemment, le dépistage est gratuit au Cameroun. Et à partir du moment où vous avez l'assurance, vous avez la certitude que vous êtes malade, si vous n'avez pas de symptômes, vous avez très peu de symptômes, il n'y a rien à faire. Bon, si vous toussez, vous avez des difficultés à respirer, vous avez des courbatures, un médecin vous mettra probablement sous traitement. Je pense que le Cameroun a opté pour le protocole du professeur Raoult, donc hydroxychloroquine plus azithromycine. Voilà, c'est ça. Et visiblement, selon les chiffres que le professeur Raoult lui-même a présentés, la plupart des gens, dans ses études, il a une létalité d'environ 0,4% sous ce protocole. C'est pas mal. Létalité de 0,4%, alors que dans le monde, on est autour de 5%. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement au moins un faisceau d'indices qui prouve que son traitement marche. C'est à voir. Je veux pas subir les foudres des anti-Raoult. Alors, voilà. Une autre question qui vient de nos parvenus, de l'un de nos téléspectateurs, qui dit: quelles sont les probabilités de chance de mettre en pratique les prises en charge au Cameroun en utilisant la médecine traditionnelle proposée par certains de nos tradipraticiens locaux, d'après la médecine d'après les médecins de ce panel? Voilà, c'est une très très bonne question. Si vous vous souvenez, j'ai à chaque fois évoqué l'expertise locale. Expertise locale, ça veut dire que nous devons chercher dans notre pharmacopée, dans notre culture, des choses qui marchent. Nous devons nous-mêmes créer nos propres études. Qu'est-ce qui marche? Au niveau mondial, il y a des études avec des médicaments qui coûtent très très cher, mais dans notre environnement, est-ce que l'artémisia marche? Je ne sais pas. Est-ce que le ministère de la Recherche peut lancer un protocole là-dessus? C'est des choses qu'il faut mettre en place. Bon, moi, je suis parfois circonspect quand on parle de tradipraticiens. Il me semble qu'il y a quand même une époque où il y avait de vrais tradipraticiens qui connaissaient vraiment des plantes, c'était pas des charlatans. Mon grand-père en était un, il connaissait réellement les plantes, et quand il donnait, on guérissait. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui prétendent l'être. Je pense que c'est le chômage qui a dû conduire certaines personnes dans cette voie-là. Donc, moi, je me méfie des décoctions qu'on vend à Douala et Yaoundé, soi-disant qui soignent tout. Je me méfie de tout ça. Donc, mais je pense que il y a certainement des solutions locales dans la nature. Il y a des solutions qu'on peut trouver.
par exemple, pour revenir encore au professeur Raoult, il pense que l'Afrique peut avoir une chance parce que beaucoup d'antipaludistes sont des dérivés ou comment dire, ont des ressemblances avec l'hydrochloroquine. Et donc, il se pourrait que ce ne soit pas seulement l'hydrochloroquine qui marche, il se pourrait que la méfloquine marche, comme les Russes l'utilisent, il se pourrait que l'artémisine marche. Et c'est une plante qui pousse dans les jardins au Cameroun. Hein. Peut-être qu'une tisane de cette histoire peut aider à éliminer plus facilement le virus, mais à l'heure actuelle, on n'a pas de preuves scientifiques. C'est pour ça qu'il faut absolument créer la preuve. Et la preuve se crée par des études. Et des études se mettent en place, ce sont des protocoles bien clairs. Et c'est au ministère, c'est aux chercheurs sur place de le faire. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi je conseillerais les gens. Pour le moment, prenez ce qui est prouvé, ce pourquoi on a la preuve de l'efficacité. Moi, je ne jouerai pas avec ma vie parce que vous avez peut-être remarqué une chose, c'est que les gens qui atteignent du coronavirus se dégradent très vite. Et entre le jour où ils attrapent la fièvre et le jour où on dit qu'ils sont en réanimation, parfois c'est quelques jours, hein, c'est 2-3 jours. Il faut faire très attention. On n'a pas beaucoup de temps pour hésiter quand on est malade. Il faut vraiment mettre en marche. Il faut vraiment mettre les batteries en marche le plus vite possible. Mais parallèlement, je pense que les chercheurs locaux peuvent effectivement se tourner vers notre pharmacopée locale et chercher des solutions locales parce que il va de soi que si un jour on nous dit que le médicament du Covid coûte 200 euros la dose, ou bien, je sais pas, à l'époque du VIH, combien ça coûtait à l'époque, je sais pas, peut-être 1000 dollars la dose, c'est clair qu'on n'aura pas les moyens de le soigner. Donc, voilà. Donc, c'est un appel lancé au leadership local, notamment en matière scientifique, pour chercher, pour faire de la recherche. Alors, Madame et Messieurs, merci, docteur. Madame et Messieurs, nous allons aborder la dernière phase de notre programme. Naturellement, nos deux invités résident ici en Allemagne. Alors, notre opérateur économique, le directeur de l'entreprise Fabrique. Alors, Monsieur Infak, qu'est-ce que vous croyez que la diaspora, sinon qu'est-ce que la diaspora doit faire dans cette pandémie? Quel devrait être son apport? Moi, je pense que l'apport de la diaspora vraiment est énorme. Déjà que la diaspora contribue énormément au développement même de l'Afrique à travers les envois de fonds qu'elle fait constamment. Donc, la diaspora a plus ou moins une influence auprès de leur famille. Donc, moi, je pense que la première chose que la diaspora devrait faire, indépendamment des fonds, c'est déjà de sensibiliser les membres que chacun puisse sensibiliser les membres de sa famille. Nous savons l'influence que la diaspora a sur chaque membre de famille parce que c'est plus ou moins naturel. Celui qui donne de l'argent, il est un peu plus ou moins, il est un peu plus ou moins influent. Donc, on peut déjà utiliser cette influence pour déjà sensibiliser les gens quant au port de masque, quant à la distanciation, quant à, sortir vraiment si c'est nécessaire. Et je pense aussi que nous aussi, au niveau de la diaspora, on pourra aussi influencer comme ça. Si je peux, au sein de ma famille, dire que, je vais prendre sur moi la charge de prendre en charge les courses de la semaine, par exemple. Voilà. Donc, forcément, il n'y a plus un besoin pressant aux membres de famille de sortir. Voilà. Parce que normalement, ils sortent en disant, je m'en vais, je vais aller au marché, il me faut vendre, j'ai besoin d'argent. Donc, si déjà nous, à notre niveau, chacun à son niveau, peut déjà prendre sur lui la charge de supporter financièrement durant cette période, je pense que beaucoup de gens pourront déjà rester à la maison. Maintenant, on a aussi, au-delà de ça, nous, peut-être opérateurs économiques qui employons plusieurs personnes au niveau du Cameroun. Ce que moi, par exemple, j'ai pris, c'était de dire, c'est vrai que c'est difficile. Je vais voir dans quelle mesure je vais toujours continuer à donner les salaires de mes employés durant cette période, vu que nous travaillons aussi depuis la maison, ainsi de suite. Donc, moi aussi, je contribue aussi comme ça de façon indirecte j'apporte aussi comme ça mon apport financier pour pouvoir pallier à ce problème. Mais nous savons tous, le médecin, le docteur a dit tout à l'heure,
si on applique les mesures de distanciation, le port de masque, on aura forcément le confinement, on aura forcément des résultats palpables. Donc, à ce niveau, voilà un des endroits précis où nous pouvons, nous, la diaspora, travailler, chacun dans son côté. On peut faire maintenant cet élan solidaire pour des personnes qui malheureusement n'ont pas un membre de la famille au niveau de la diaspora. On pourra comme ça faire des élans ou des contributions qui pourront aller dans le sens d'aider des autres familles défavorisées. Mais déjà, si chacun fait à son niveau tel que j'ai expliqué tout à l'heure, je pense qu'on va contribuer normalement à lutter contre cela. Donc, que chaque opérateur économique exerçant au niveau de l'Afrique prenne sur lui l'engagement de ne pas, disons comme ça, licencier des personnes jusqu'à ce que, aussi longtemps qu'il peut le faire, je pense que chacun pourra comme ça à son niveau contribuer au ralentissement de l'expansion du Covid-19. Alors, merci, Monsieur Kemfa. Nous allons retourner vers le docteur Fauting. Alors, docteur, en mot de sortie, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci. Je vais juste revenir. Mon co-panéliste a dit, en insistant sur le fait que nous avons une responsabilité énorme au niveau de la diaspora. Et comme il a dit lui-même, celui qui envoie l'argent a forcément plus à dire et plus écouter que celui qui ne le fait pas. Et le Covid-19, c'est une affaire d'argent. C'est-à-dire que si les gens ne travaillent pas, si les gens doivent rester chez eux, pour ceux qui le peuvent. Hein. Si les gens doivent acheter des masques, si les gens doivent faire des réserves de nourriture, ça coûte de l'argent. Donc ça veut dire que chaque membre de la diaspora, déjà, s'il le peut, doit essayer d'aider, d'alléger la charge qui pèse sur les familles, notamment les membres de sa famille, rester au Cameroun, en contribuant peut-être plus qu'avant, parce qu'on se rend compte que les gens sont à la maison toute la journée. Je ne sais pas si vous avez rendu compte, quand on reste à la maison toute la journée, on mange plus que normal. C'est triste, hein. C'est comme ça. Donc voilà, c'est juste un peu pour rigoler, mais c'est concret, ça coûte de l'argent de rester à la maison. Ça coûte de l'argent. Il faut continuer à payer les loyers, il faut continuer à payer. Et si on tombe malade, ça coûtera encore plus cher. Voilà. Donc je suis absolument du même avis que lui. Et nos propositions sont arrivées à bon port. Nous en avons eu la preuve de façon informelle. Nous pensons que les pouvoirs publics locaux vont faire ce qu'ils ont à faire. Ils auront confiance au leadership là-bas. Nous pensons qu'ils vont mettre des mesures assez rapidement. Et on commence à voir certaines mesures. Et nous, à la Camfomedix, nous sommes disposés à... Nous tenons auprès des autorités, auprès des Camerounais pour leur prodiguer conseils, notamment dans notre domaine d'expertise qui est la médecine. Voilà, nous sommes mobilisés en tant qu'association, en tant qu'association d'une corporation qui est la profession médicale, pour donner tout ce que nous pouvons pour que la lutte contre le corona soit gagnée le plus vite possible. Alors, merci M. Fauting. Comme il vient de le mentionner, si vous avez des questions, vous pouvez naturellement les poser sur le site de la Camfomedic, www.camfomedic.org. Alors, un mot de sortie, nous allons nous diriger encore vers M. Jules Guilan Kinfac. Il est de coutume sur ce plateau, avant de clôturer, que vous essayez en votre langue maternelle pour essayer de sensibiliser ces gens, ces personnes qui vivent à l'arrière-pays ou ces mamans qui ne comprennent pas parfaitement la langue française ou encore l'anglais. Ok, si déjà vous me permettez, vous me donnez quelques secondes, j'ai carrément oublié ça dans mes propos. Et voilà, je crois que vous m'avez, lors de l'introduction, vous avez effectivement indiqué que je suis un membre actif de la FAOCAI, qui est l'association des ingénieurs au niveau informaticien et au niveau de l'Allemagne.
Donc, comprenez que parmi ces actions dont j'ai parlé, la FAO-CAI effectivement aussi a entrepris beaucoup de choses dans ce sens où on a comme ça des membres très actifs qui sont aussi entrepreneurs, qui sont très actifs au niveau du Cameroun, qui font aussi beaucoup de choses que je pense que certains ont été déjà invités dans votre plateau. Donc, même déjà au sein de la FAO-CAI, il y a déjà eu des propositions qui ont été faites de façon très concrète au niveau de l'association dont le gouvernement a déjà reçu beaucoup de propositions, des solutions assez concrètes, palpables, prêtes à être utilisées, telles que la mienne. Donc, je pense qu'il y a carrément tout un package que les membres de la FAO-CAI qui ont mis à la disposition du gouvernement et la plupart de ces solutions, effectivement, sont gratuites pour tout. Donc, c'est notre contribution que nous apportons en tant que membres de la FAO-CAI pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, je tiens vraiment à dire, c'est aussi un bloc d'entrepreneurs vraiment très dynamique qui se trouve au niveau d'Africaï et que je pense que dans les prochaines interviews, ils auront aussi l'opportunité de parler. Voilà. Donc, maintenant, un mot en ma langue maternelle. C'est vrai que c'est un peu... c'est pas, je vais essayer de choisir laquelle je vais prendre. Mais bon, je dirais seulement que COVID-19 a été vraiment, COVID-19 vraiment très au sérieux. Mais la COVID-19 donc alors pour encore pindinga ngwe ono fa ga so trale ou masque comme ça ou rassurer ngo le contaminer ningo bon manon pas non dingue vraiment que pekin tra ndenjo pa pero jike masque mlami COVID-19 ningo comme la respecter mes règles donc dès lundi ajouter vraiment pour tout bas ngwe masque. Alors merci, on espère que votre message vient de sauver plusieurs vies. En passant, c'est de quelle région qu'il s'agit? Il s'agit de la première, c'était Bouddha, parce que je suis de père Bouddha, et la deuxième, c'était la Menoa Dongchang, parce que je suis de mère Chang. Ok, on Voilà. espère qu'ils vont nous suivre de ce côté-là et qu'ils vont se réjouir. Alors, je vais aller vers, du côté du docteur Thierry Footing. Un mot en votre langue maternelle pour sensibiliser davantage. Merci, merci. Bon, j'ai essayé de répéter. Parce que malheureusement, je ne la parle pas aussi bien que j'aimerais le faire. Donc, Getchati Kwapawang La Truni. Pijunga Taurunzole, Punkianga coronavirus. Donc, Keponga Pina Tra Chimba. Chipenzo Ketni parce que roulait mu tonetanin mu kune morning donc pitra chimba refa o kwet ta mfutu yap nensumo ga pour la protection. Voilà. Désolé, j'ai perdu un peu le fil. Mais c'est à peu près ça, quoi. Non, il n'y a pas de souci. Ça a été très bien fait. Madame, Monsieur, ça a été un plaisir pour nous de recevoir Monsieur Thierry Footing, spécialiste de médecine interne de cardiologie et d'urgence, ainsi que Monsieur Jules Kenfak, opérateur économique et ingénieur en informatique. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci de rester connecté sur Billy Prod et sur la VKI, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais. Le plaisir a été le nôtre. On espère vous revoir la semaine prochaine en santé. Suivez de manière très attentive les recommandations de la Camfomédic et du gouvernement camerounais. Dès lundi, le port du masque sera obligatoire sur toute l'étendue du territoire. Cette initiative qui permettra naturellement de protéger davantage. Stop au coronavirus. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.